Charles-René Tandé, président, bonjour. Bonjour. Et nous sommes très heureux à l'Académie, dont tu es le président, hein, je te le rappelle, je suis l'exécuteur, l'animateur, et de te recevoir à l'origine, au début de ta mandature, de nouveau président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Tu as succédé à Philippe Arago. Et je voulais démarrer cette petite interview par une question un peu générale pour te permettre de présenter les quelques lignes directrices de ton plan d'action, puis on ira peut-être un peu plus dans les détails. Alors voilà, alors quelles sont les 2 ou 3 principales, ou 4 peut-être, lignes directrices de ton programme politique pour les 2 années à venir, puisque, je le rappelle, on l'a déjà dit ici, du fait des régions qui vont être plus grandes, etc. Enfin bref, le mandat pour lequel tu as été élu est de 2 ans, alors qu'il est habituellement de 4 ans, donc 2 ans renouvelables, et qu'il y aura de nouveau des élections régionales et nationales dans 2 ans. Voilà, donc tu as un programme pour 2 ans. Merci William. Alors oui, le plus important pour moi, ça va être quand même le rôle de l'expert comptable au service de l'économie. Je portais un programme qui s'appelait La croissance ensemble. Et la croissance ensemble, pourquoi? Parce que ce qui est très important pour notre économie, c'est que les entreprises soient le plus performants possible. Et je pense que l'expert comptable a un rôle à jouer aux côtés, évidemment, de ses clients chefs d'entreprise. Et le conseil est la dimension essentielle, à mes yeux. Et pour que nous soyons mieux reconnus dans le domaine du conseil, mieux identifiés, c'est un combat d'ailleurs cher à toi, William. C'est celui de la spécialisation. Oui. Parce qu'en 2002, quand tu étais président du Conseil supérieur, oui, ça avait été mis sur la table, ce n'était pas passé. On ne l'avait pas fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment grand temps de s'atteler à ce chantier de la reconnaissance de la spécialisation pour les experts comptables, afin que le marché nous identifie dans un certain nombre de domaines. Et également, je pense, que nous soyons plus attractifs auprès des jeunes, parce qu'en reconnaissant ces spécialisations, on nous identifiera aussi comme des sachants dans d'autres domaines. Donc ça va être l'axe important. Alors le deuxième axe, même si c'est plus interne, mais on ne peut pas l'ignorer, c'est celui, comme tu l'as évoqué, de la réforme territoriale. Nous sommes contraints de mettre en place les nouvelles régions, et je crois qu'il faut profiter de cette réforme territoriale pour rebattre les cartes et se poser les bonnes questions de notre organisation, du mode de scrutin. En fait, qu'est-ce qui est bon pour les confrères? Et je pense que là, il faut aller au-delà de juste un redécoupage. Il faut profiter du texte pour redéfinir les contours. Et puis après aussi, je souhaite qu'on ait un peu plus d'influence positive. On va avoir une nouvelle mandature présidentielle et législative. Et c'est l'occasion aussi de retravailler, et avec la tutelle, en amont les textes. Parce que je crois que le côté pragmatique des experts comptables est important. Et pour éviter des lourdeurs ensuite administratives et des complexités dans les cabinets, l'Ordre des experts comptables a un rôle à jouer, comme on l'a déjà connu, de travail en amont avec la Direction générale des finances publiques. Et donc c'est aussi un axe qui me paraît important. Merci pour ce premier portrait que tu dessines des actions de ta mandature. Alors justement, je rebondis sur ce que tu as déjà un petit peu suggéré. Le métier d'expert comptable, on le dit tout le temps, mais ça commence à devenir vraiment vrai, si je puis dire, et évolue quand même de façon plus accélérée depuis quelque temps. Le numérique, évidemment, a un rôle majeur. Le marché, les clients n'ont pas, c'est pas la même sociologie, souvent ils réagissent différemment que dans le passé où l'expert comptable c'était comme le médecin, c'était disons un référent permanent, etc. Bref, les clients sont plus volatiles, ils vont d'un cabinet à l'autre.
Et les métiers changent. On a vu récemment, grâce à des textes, qu'on pouvait offrir, tu l'as évoqué à l'occasion des spécialisations, offrir d'autres prestations que les prestations traditionnelles qui sont importantes, que personne ne veut ni négliger ni repousser, du genre conseil en organisation, etc., etc., à titre principal, puisqu'on peut le faire désormais. Alors comment vois-tu le rôle de l'institution pour accompagner les confrères jeunes, moins jeunes, qui souhaiteraient justement bien coller à l'évolution pour ne pas perdre du chiffre d'affaires, puisque ton drapeau électoral, c'était la croissance, etc., pour les cabinets y compris. Comment vois-tu le rôle de l'institution ? Alors le rôle de l'institution, c'est d'abord, évidemment, la première étape, ça va être de reconnaître, d'établir une liste de ces spécialisations. Donc évidemment, il va falloir quand même qu'on cadre tout cela. Donc c'est la liste. Liste qu'on voit de deux manières. Première, c'est du secteur d'activité, là où il y a des compétences particulières, un plan comptable particulier. Je pense à l'agricole, je pense au secteur des collectivités publiques non marchands, qui est vraiment un domaine à part. Par contre, on n'ira pas, c'est pas ce qu'on prévoit, de dire je vais être spécialiste de la pharmacie. Des pharmaciens, voilà, des tabacs. Voilà, donc là, ça reste peut-être les banques et les assurances. Et banques assurances, très spécifiques. Voilà. Et spécifiques. Voilà, là où il y a ça. du spécifique, vraiment très spécifique, très spécifique. très spécialisé. Bon, voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une formation complémentaire, puisqu'on s'adossera toujours à des formations. Et puis il y a des compétences techniques. Donc par exemple l'évaluation. Ça fait partie le système d'information, tout ce qui va être stratégie, accompagnement stratégique, diagnostic, tu parlais de l'organisation. Donc voilà, on va retrouver des thèmes techniques et donc il y aura des critères. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'intituler spécialiste comme ça va s'appuyer, donc je disais, soit sur des formations type master, diplôme universitaire, à regarder en tout cas au moins qu'on soit reconnu aussi sur le plan européen, et puis de l'expérience. Sur dossier. Sur dossier, un peu le principe de la VAE, voilà. VAE, les acquis de l'expérience. Quelqu'un qui fait de l'évaluation depuis 20 ans et qui en fait plusieurs par an, on ne va peut-être pas lui demander de retourner à l'école. Voilà. Donc il y aura les deux aspects, formation et expérience. Et puis l'accompagnement de l'institution après, donc c'est, je dirais l'accompagnement, la mise en place, ça va être de trouver les universités, les écoles de management pour mettre en place ces formations. Tout à fait. Donc il y a la liste. 2, ce sont les partenariats avec les universités, les écoles pour ces formations. Et puis 3, après, là on rentre dans le système plus habituel. Et d'ailleurs qu'on traitera déjà au congrès cette année sur le conseil, parce qu'on en fait du conseil déjà, le conseil courant. C'est aussi comment mettre en place dans un cabinet, c'est comment communiquer auprès des clients sur ce que l'on sait faire. Donc c'est la déclinaison du savoir-être, du savoir-faire, du faire savoir et puis du faire qu'on va retrouver au cours de ce congrès. Donc l'institution a un rôle évidemment très actif dans ce domaine. Et puis au-delà de la spécialisation, on voudrait aussi mettre en avant, et ça concerne tous les cabinets, parce qu'il y en a qui s'inquiètent en disant oui mais alors après moi je ne vais pas pouvoir être spécialiste. Voilà. Non, tous les cabinets peuvent être concernés parce qu'il faut aussi qu'on reconnaisse bien, je pense qu'on va l'appeler la gestion déléguée full service, qui a largement été évoqué dans la mandature présente, et de dire, voilà, aujourd'hui, la comptabilité, ce n'est pas qu'une écriture comptable, on sait bien que c'est un ensemble qui s'insère dans un ensemble qui va de la prise de commande, le devis, prise de commande, la facturation, puis le recouvrement, cette chaîne où en social, c'est pas que la paye, c'est aussi toute la fonction RH. Et on voit bien que les entreprises, aujourd'hui, un certain nombre veulent externaliser, mais l'ensemble de la fonction, et pas uniquement la comptabilité de la paye. C'est de l'administration en général. C'est ce qu'on appelle la gestion déléguée ou full service. Voilà, après, on verra les termes. Mais c'est aussi que dans tous les cabinets, on puisse offrir et marketer, en fait, cette offre de gestion déléguée, et ça répond au souci aussi de l'occupation de nos ressources humaines dans les cabinets, parce qu'évidemment l'automatisation fait que on passe moins de temps et on en passera de moins en moins, mais on a aussi d'autres tâches qui prennent en fait la place. Donc je pense qu'on aura des mutations, comme on a connu, ça fait des dizaines d'années qu'on est dans la profession et on les a connues, ça va continuer, on aura des mutations et des déplacements de temps, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas une inquiétude non plus à avoir en disant ça va s'écrouler. Par contre, c'est vrai qu'il faut que tous les cabinets, et ça sera le rôle de l'institution, accompagnent ce mouvement pour ne pas être laissé de côté.
Absolument. Et si je peux me permettre cette comparaison, l'institution a quand même depuis quelques années, et tu souhaites amplifier et continuer, pousse les murs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous réserve de décret, etc., on peut associer d'autres professionnels dans un cabinet. On sait que le capital n'est pas nécessairement détenu que par des experts comptables, mais la maîtrise technique et déontologique doit rester aux mains des experts comptables. Ça, c'est le côté un peu capitalistique et le côté organisationnel, mais aussi on peut avoir des ingénieurs en informatique ou d'un BTS d'informatique, système d'information. Ce que je veux dire, c'est que ces projets, tels que tu les amplifies et que tu les décris, ne sont pas pour les grands cabinets seulement, ils sont, de mon point de vue, et tu vas me dire si tu le crois aussi, pour les petits et moyens cabinets, tout simplement parce que les grands cabinets, excuse-moi, je le dis brutalement, mais n'ont pas besoin de nous pour vendre des tas de prestations. Par contre, le petit moyen cabinet, quand on lui dit « vous pouvez capitalistiquement trouver des solutions intelligentes pour certains collaborateurs qui ne peuvent pas tout racheter, enfin voilà, vous pouvez associer des métiers différents, un avocat fiscaliste, par exemple, au hasard, ou une personne qui connaît bien l'informatique, les systèmes d'information. Ce n'est pas nécessairement un cabinet de 5 ou 10 personnes peut commencer déjà à se poser ces questions. Je ne sais pas, comment tu réagis moi, c'est justement beaucoup pour les petits ou moyens cabinets, je pense, cette approche qui va être utile. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des cabinets de petite taille, mais qui sont déjà sur des niches et qui sont déjà spécialisés. Donc ça va leur permettre de communiquer justement sur leur spécialité. Puis je crois aussi qu'il va falloir quand même qu'on évolue et qu'on travaille de plus en plus en réseau. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de se regrouper. Bon. Mais évidemment, il ne s'agit pas, moi je ne vais pas être spécialiste dans tous les domaines. C'est totalement impossible. Mais par contre, je vais m'appuyer sur un réseau aussi de confrères qui ont des spécialités différentes. Donc je crois que c'est un modèle qu'il faut faire évoluer. Les grands cabinets, je te rejoins, n'ont pas attendu. Ils sont déjà bien organisés. Et dans la grande entreprise, d'ailleurs, on a les spécialistes qui interviennent. Et c'est pour ça, moi, la cible, c'est les petites entreprises, les PE, PME, où là, nos cabinets ne sont pas toujours bien armés, n'offrent pas. Moi, je suis frappé, si tu veux, par la différence de consommation de conseils entre la France et l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple. Ouais. On a un marché 4 fois plus réduit en France. Ah oui. Bon. Donc l'idée n'est pas d'aller prendre du chiffre chez nos petits camarades, hein. C'est qu'on augmente. Voilà. Mais c'est un problème culturel aussi en France. C'est qu'on ne voit pas le conseil comme un investissement, on le voit toujours comme une charge. Bon. Et c'est ça qu'il faut quand même, je parle de la petite entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut quand même qu'on travaille aussi. Mais tu as raison, enfin, si je peux me permettre. Je crois qu'il y a dans la profession une culture, dans la profession elle-même, de faire ce que j'appelle moi le conseil en marchand. On est expert comptable, on prend 100, 200, 500 euros par mois pour accompagner une petite entreprise qui demande du conseil de temps en temps. Ça prend une demi-heure ou 2 heures. On ne facture pas parce que ça rentre dans la prestation. Et en plus, on sait que c'est un client qui vaut quelque chose et qu'on prend dans la durée. Mais on n'est pas toujours conscient qu'il y a le conseil en marchand et il y a le conseil un peu plus lourd et que la question posée peut être traité en un quart d'heure, mais parfois il faut aller beaucoup plus à fond et écrire quelque chose, parce qu'un conseil au téléphone, c'est pas pareil qu'un conseil écrit, une note, un petit rapport. Et par conséquent, il faut effectivement, et l'ordre depuis longtemps, et tu le fais aussi, conseille aux confrères ou amène les confrères à donner du vrai conseil. C'est-à-dire, vous avez un problème, mon client, c'est pas juste du conseil en marchand, c'est pas juste un petit conseil comme ça, c'est vraiment une étude sérieuse. C'est une prestation vraiment identifiée. Qui peut prendre 8 heures ou 40 heures, ou voire plus, avec plusieurs étapes, avec une lettre de mission, avec des honoraires, peut-être modérés, parce que c'est un bon client, mais quand même des honoraires. Et ça, je crois que c'est aussi un enjeu que tu souhaites faire évoluer avec d'ailleurs beaucoup d'actions du Conseil supérieur sur les lettres de mission, etc. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est l'identification du Conseil, un intervenant souvent différent, parce que justement, quand c'est toujours le même intervenant, on globalise. Quand on fait appel à quelqu'un d'autre, le client se rend compte que justement c'est un domaine différent et il accepte beaucoup plus de payer cette prestation. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des compétences diversifiées
bien identifier, mettre en place tous les outils qui vont aller avec. Je parlais évidemment de la mise en place sur les formations, mais après il y aura la mise en œuvre. Tu parlais des lettres de mission, c'est les contrats. On va tout décliner, tout le marketing aussi pour les cabinets. Donc oui, c'est tout un accompagnement. Mais je pense avant tout, ça va être culturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans cette logique qu'aussitôt qu'il y a une prestation à valeur ajoutée, vraiment un peu plus significative, eh bien, on rentre dans un schéma, en effet, d'une lettre de mission, d'un devis, voilà, qu'on acte cette prestation et qui a un compte-rendu et qui a un livrable. Donc une prise de responsabilité, ça justifie les honoraires. Absolument. Voilà, c'est tout ça. Et je pense que l'avantage qu'on a, nous, par rapport à d'autres, c'est notre déontologie. Parce que souvent, on nous a dit, dans les dernières années, mais finalement, quand on est expert comptable, ça nous freine dans notre développement parce qu'on est dans un cadre. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est un argument fort, c'est que nous sommes experts comptables, nous appartenons à l'ordre, nous avons une déontologie, et c'est un argument fort pour le marché de se dire, finalement, l'évaluation que me fait l'expert comptable, c'est quand même quelque chose qui répond à des critères, parce qu'il est tenu par une déontologie. Donc je pense que c'est un point fort d'avoir un expert comptable avec sa déontologie comme conseil. Tout à fait. Et encore une fois, pour rassurer les confrères qui pourraient être inquiets, etc., la dichotomie, tu as évoqué le conseil stratégie et, par exemple, l'évaluation. Il n'y a pas que ça, mais voilà deux genres de spécialités. C'est pas définitif. Non, on va travailler. Mais ça ne signifie pas, quand on a de la spécialité, que le confrère généraliste qui ne souhaite pas ou qui n'a pas de spécialité, qui est très bien comme il est, de donner des conseils en stratégie, il le fait tous les jours, mais c'est encore une fois du conseil en marchant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prestation lourde. De même pour l'évaluation, il y a un confrère qui m'a appelé, il me dit « Bon, moi je fais des petites évaluations comme ça, mais là, il y a un divorce, on a besoin d'une évaluation avec un rapport, une signature, machin. » Il m'a demandé de l'aider, ou de faire la prestation. Et on voit la différence entre le conseil en marchant, où on fait ça au coin d'une table, on prend pas de responsabilité. C'est un avis qu'on donne. Voilà, un avis qu'on donne, qui n'engage que celui qui le reçoit, presque, voilà. Et un rapport qui peut être présenté en justice, qui peut faire l'objet d'un contre-rapport de contestation. Voilà, donc on voit bien, enfin tu l'as rappelé tout à l'heure, personnellement je suis extrêmement favorable aux spécialisations, pour aussi une question de marketing, en dehors des points que tu as très bien soulignés. Si le corps professionnel agresse le marché en disant on a les généralistes, mais on a aussi des spécialistes dans beaucoup de domaines, eh bien la profession, qui désormais peut aussi, à titre principal, donner des conseils dans d'autres domaines, dans l'organisation, stratégie, etc., va être sur des terrains qui jusque-là étaient dans des grandes boîtes ou des petites boîtes de consulting spécialisées. Et par conséquent, on va prendre notre part, je ne sais pas laquelle, du marché, d'autant qu'on a entre 1,5 million et 2 millions de clients. C'est quand même un atout formidable. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas le placer comme étant aller prendre des parts de marché d'autres. Oui, développer en interne. Moi, je pense que c'est développer en interne. Plus ça. C'est plus ça, parce que dans le marché de la PE-PME, on voit bien qu'il n'y a pas tant que ça, en fait, d'intervenants, et les grandes sociétés de consulting qui sont pas trop concernées. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir la vision plutôt le principal est là. de ce qui se rajoute, plutôt que d'aller prendre. Je ne suis pas dans la logique d'aller prendre à d'autres. Enfin, on ne refusera pas. Si... On ne le refusera pas, mais vraiment c'est quelque chose qui se construit et c'est un plus qu'on apporte à l'économie quand même. Deux mots un peu plus institutionnels. Merci. Donc on voit bien le dynamisme de ton programme d'action. Les relations avec la compagnie des commissaires aux comptes, qui ont généralement été très bonnes, et puis de temps en temps des frottements, des incompréhensions. Aujourd'hui, Jean Boucaud, qui est le nouveau président de la compagnie nationale, est proche de toi, puisque tous les deux êtes originaires du même syndicat, même si vous êtes tous les deux désormais les présidents de tous les confrères et toutes les consoeurs. Quelle est ta vision d'un rapprochement, ou d'une synergie, ou d'un travail commun? Je ne parle pas de fusion, parce qu'en 2 ans, on ne fait jamais une fusion, mais des prémices de quelque chose de substantiel dans ce sens. Alors oui, William, tu as rappelé, on est très proches, on a la volonté de travailler ensemble, de travailler et de mettre en commun le plus de choses possibles. Je l'avais rappelé dans la campagne, en effet, je n'étais pas autant pour une fusion, parce qu'en plus, je pense que ce n'était pas le moment, mais travailler en cohérence et
pour le bien commun, bien évidemment. Donc avec Jean Boucon, on est sur la même ligne, on fera beaucoup de choses ensemble. Il y a des commissions communes, des actions communes aussi de communication, des actions d'influence. Et je l'ai quand même toujours rappelé, il n'est pas question que nous sortions des textes ici à l'ordre des experts comptables qui ne soient pas compatibles avec l'activité de commissariat aux comptes. 80% de nos cabinets sont mixtes, ont les deux activités. Il faut que les textes évoluent de façon compatible. Donc obligatoirement, on a un travail en amont à faire auprès, évidemment, hors de compagnie, et auprès de Bercy et de la chancellerie. Tout à fait. Voilà. Donc, parce que quand on a vu le problème de la commercialité, à partir du moment où on a un blocage, ça n'apporte pas grand-chose pour l'expert comptable. Sur la SPE, la Société pluriprofessionnelle d'exercice, on ne peut pas se contenter de laisser les commissaires aux comptes dehors, parce que là encore, si on veut que ça marche, l'interprofessionnalité, mais il faut qu'il y ait les commissaires aux comptes avec nous. Donc voilà des chantiers. Il y a une ligne politique qui est claire, c'est de travailler ensemble, d'avoir des textes communs, et puis dans les moyens, on va mettre le maximum de moyens en commun. Alors c'est vrai pour la commission d'ailleurs que tu présides, des missions comptables, l'international qui va continuer bien évidemment, mais aussi sur de la communication, sur de la présence de salons, voilà, sur les actions d'influence. Donc, un travail coordonné. On peut prendre l'évaluation. L'évaluation, bien sûr. Donc, aussitôt qu'il y a des travaux des deux côtés, le non-marchand et l'autre, on travaille ensemble. Très bien. Et il y a la problématique, j'espère qu'elle n'adviendra pas, mais il y a des chances qu'elle advienne, de rehaussement des seuils pour le commissariat, qui risque de faire disparaître beaucoup de mandats. Et là, il y a sûrement un travail intelligent, coordonné entre l'ordre et la compagnie, pour trouver un moyen de ne pas perdre globalement du chiffre d'affaires dans la profession. Oui, alors les seuils, on verra. En tout cas, l'année dernière, on était très rassurés sur qu'il n'y ait pas de relèvement de seuil. Là, on va avoir un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ça peut être mis sur le métier. Donc, il y a toujours un risque de remontée de seuil. Il faut peut-être aussi réfléchir à d'autres critères. C'est peut-être pas que le chiffre d'affaires, d'ailleurs, la présence d'un commissaire aux comptes. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler. Je crois que la compagnie réfléchit aussi sur ces aspects-là. Mais la complémentarité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, c'est quand même une bonne chose. Donc il y a à retravailler aussi, parce qu'on voit bien que lorsqu'il y a un commissaire aux comptes présent, et je pense notamment par exemple aux collectivités, sur ces nouveaux marchés, la présence d'un commissaire aux comptes va entraîner aussi la présence d'un expert comptable bien souvent, parce qu'il faut passer en... Il prescrit d'une manière directe. Donc c'est un vrai travail concerté, mais là encore, pour nous, mais pour le bien on va dire, de l'économie, de la transparence financière. Voilà, une dernière question, toujours institutionnelle. Bon, tu sais que j'ai été longtemps à l'IFAC et dans d'autres organisations internationales. Autant certaines dans la sphère de la francophonie et du rayonnement, entre guillemets, de la France, c'est-à-dire la FIDEF, les comptables méditerranéens, le CILIA, qui est l'Amérique latine, l'Académie aussi, d'une certaine manière, ça participe de l'emprise de notre culture franco-française à l'international. Autant, par exemple, l'IFAC, qui coûte très cher, je pense, à titre tout à fait personnel, ça n'engage que moi, que ça ne sert qu'en partie. Beaucoup des travaux de l'IFAC ne sont aucune utilité pour le confrère, ni même pour l'institution. Et je pense qu'il y a soit une action à avoir auprès de l'IFAC pour lui dire de réduire de moitié ou des 2/3 son budget, puisque c'est autoprescripteur, je connais bien, j'y étais pendant 9 ans. Et j'ai terminé en disant, pour moi, c'était, je l'ai dit au bord de l'IFAC, ce que je pensais du travail de l'IFAC. Et donc, est-ce que là-dessus, tu t'installes, donc il faut que tu prennes connaissance des dossiers, mais est-ce que tu as une réflexion ou est-ce que tu penses pouvoir t'y pencher? C'est une question budgétaire pour moi. Alors, je dirais le budget à voir, parce que le rôle quand même international et la France doit se placer quand même dans un contexte international et donc c'est nécessaire de maintenir des budgets quand même sur le plan international. Ouais. Sur le plan de l'IFAC, j'ai mon prédécesseur Philippe Araou qui est aujourd'hui membre du board de l'IFAC et qui souhaite aussi être candidat, qui réfléchit pour éventuellement une présidence de l'IFAC, comme on a connu avec René Ricol il y a quand même un certain nombre d'années. De ce qu'il me dit, c'est que la présence de la France est quand même nécessaire au niveau
niveau de l'IFAC. Et je rappelle que c'est une action commune, ordre et compagnie, puisque c'est la structure, quand même, c'est la profession française. Donc moi, je ne suis pas en état, au moment où je te parle, William, de te dire si les travaux de l'IFAC sont utiles, nécessaires pour nos cabinets dans notre exercice quotidien. Il y a quand même des normes, globalement, et on respecte aujourd'hui ces normes. Mais c'est vrai que c'est Philippe Araou qui est aujourd'hui notre représentant à l'IFAC. Et donc, je verrai aussi avec Philippe l'évolution aussi, parce qu'il y a de l'évolution possible en ce moment à l'IFAC, ce que j'ai bien compris, sur le problème avec la régulation. Et donc, il va falloir voir aussi, avant la fin de l'année, quelle est l'évolution de l'IFAC, parce que ça bouge un petit peu aussi du côté de l'IFAC. Très bien. Merci Charles-René. Merci William. Bon vent. Merci.